L'activité 4 porte sur l'étude du comportement mécanique des roches. C'est en fait ce document qui va nous permettre d'expliquer pourquoi entre 100 et 250 km de profondeur, on a une diminution de la vitesse de propagation donc des ondes sismiques. Mais il faut bien comprendre ce document. Alors, en abscisse, on a bien sûr la température qui est exprimée en degrés Celsius et la profondeur qui est exprimée en kilomètres. Sur ce graphique, on voit bien que on étudie les phénomènes jusqu'à 350 km de profondeur. Donc, on se situe toujours au niveau du manteau supérieur. Enfin, croûte dans les parties les plus superficielles jusqu'au manteau supérieur à une profondeur de 350 km. Alors, comprendre la signification des deux courbes qui sont affichées sur ce graphique. Le géotherme indique la température qui règne à une profondeur donnée, jusqu'à donc 350 km de profondeur dans le cas présent. Donc on se situe bien au niveau du manteau supérieur. Connaissant la température qui règne à une profondeur donnée et la température de fusion d'une roche à cette même profondeur, on peut déterminer son comportement mécanique, puisque l'objectif de des deux courbes qui sont affichées, ce sera de déterminer le comportement mécanique des roches, comme on le verra dans les diapositives suivantes. Alors, il est important de comprendre la signification donc du géotherme. Si je me situe à 50 km de profondeur, cela signifie que la température de la roche est proche donc de 500 degrés. Si je me situe à 150 km de profondeur, cela signifie que la roche est située à 150 km de profondeur est à une température proche donc de 1100 degrés. Comprendre maintenant la signification de la courbe qui est appelée en solidus liquidus. Cette courbe va séparer en fait deux domaines, un domaine liquide d'un domaine solide. En réalité, on étudie ici la température de fusion de la péridotite. Donc en fait, en laboratoire, on soumet des roches à des températures et des pressions variables et on regarde si effectivement cette péridotite va entrer en fusion ou si elle va rester à l'état solide. Alors attention aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec la profondeur, la pression à laquelle va être soumise la roche va augmenter. Donc en fait, il y a deux facteurs qui vont déterminer l'état physique d'une roche, à savoir si elle va être solide ou liquide. Ces deux facteurs sont la température et la pression. Donc je répète, bien prendre en compte qu'avec l'augmentation de la profondeur, non seulement la température augmente, mais la pression augmente également. Donc sur ce graphique, on va déterminer ce qui vient de s'afficher ici en rouge, un domaine liquide où la roche est à l'état liquide, donc la roche est en fusion, d'un domaine qui est solide, qui apparaît sur l'écran, c'est la partie qui est hachurée ici en bleu. Ainsi, une roche qui va être portée à une pression qui correspond à une profondeur de 100 km, et qui est donc à une température de l'ordre de 1900 degrés, eh bien cette roche est en fusion, elle est à l'état liquide. La péridotite est à l'état liquide. Par contre, des roches, des péridotites qui sont situées à 100 km de profondeur et à une température de 800 degrés, ainsi qu'une roche qui est portée à une profondeur de 200 km et qui va se trouver donc à une température de 1300 degrés, eh bien ces deux roches se trouvent dans le domaine solide. Donc la péridotite est bien à l'état solide. Donc bien comprendre la signification de la courbe solidus liquidus. Alors maintenant, il s'agit d'utiliser donc les deux courbes, le géotherme d'une part et la courbe solidus liquidus, puisque l'objectif ici c'est de connaître le comportement mécanique des roches par le rapport R égale température de la roche sur température de fusion. La température de la roche va être lue sur le géotherme.
la température de fusion va être lue sur la courbe solidus-liquidus. Par exemple, la température d'une roche qui est à 50 km de profondeur est de 500 degrés. Par contre, la température de fusion de cette roche qui serait portée à une profondeur de 50 km, ce qui correspond à une certaine pression, eh bien là, sa température de fusion est de 1250 degrés. Par conséquent, le rapport va être égal à 500 degrés sur 1250 degrés, ce qui donne un rapport de 0,4. Ainsi, 0,4, si on utilise les données aussi du document, lorsque ce rapport est inférieur à 0,5, le comportement est cassant. Ce qui signifie qu'une roche qui est située à 50 km de profondeur, eh bien, a un comportement cassant. C'est-à-dire, sous l'effet de contrainte, cette roche, il y aura des ruptures, et donc cette roche va casser. Ainsi, si on calcule donc le rapport R, température de la roche, sur température de fusion de la roche, on a déterminé donc à 50 km de profondeur le comportement de la roche est cassant. À 100 km de profondeur, si on effectue le calcul, on trouve un rapport de 0,64. À ce moment-là, comme le rapport est supérieur à 0,5, eh bien le comportement de la roche est donc ductile. À 200 km de profondeur, le rapport est égal à 0,83. À nouveau, ce rapport est supérieur à 0,5. Donc, le comportement de la roche est ductile également. À 250 km de profondeur, R est égal à 0,82, supérieur à 0,5. Donc, à 250 km de profondeur, le comportement de la roche est donc aussi ductile. On constate ainsi que plus la température de la roche se rapproche de sa température de fusion et plus cette roche présente un comportement ductile, c'est-à-dire déformable à l'état solide. Il faut donc que vous reteniez aussi la définition de comportement ductile. Une roche qui a un comportement ductile, soumise à des contraintes, elle va se déformer et non pas se casser, comme les roches qu'on peut avoir par exemple à des profondeurs inférieures à 100 km de profondeur. L'étude qui a été effectuée à partir de ce graphique va donc nous permettre de déterminer en fait deux nouvelles enveloppes internes, ce qui va correspondre à un nouveau découpage de la structure interne de la roche sur les 350 premiers kilomètres. On a donc entre 0 et 100 km de profondeur une roche cassante. On a entre 100 et 250 km de profondeur, on a déterminé des roches qui ont un comportement ductile. La roche est donc ductile. Ce que l'on peut constater, c'est que pour les roches qui sont cassantes, on constate que leur température, la température à laquelle elles se trouvent, selon le gérotherme, cette température est relativement éloignée de leur température de fusion. Par contre, les roches qui ont un comportement ductile, entre 100 et 250 km de profondeur, on constate que leur température, la température à laquelle elles se trouvent à ces profondeurs-là, eh bien, ces températures-là sont relativement plus proches de leur température de fusion, ce qui fait qu'elles adoptent un comportement ductile, déformable à l'état solide. On a donc déterminé de cette façon-là un nouveau découpage de la structure interne de la Terre. Entre 0 et 100 km de profondeur, on a défini ce que l'on appelle la lithosphère. Les roches ont un comportement cassant, que l'on distingue donc de l'asténosphère, ici située entre 100 et 250 km de profondeur. Au niveau de cette zone, entre 100 et 250 km, eh bien, les roches ont un comportement ductile. Donc on voit très bien ici qu'il y a un nouveau découpage de la structure interne de la Terre. On ne se contente plus d'une séparation entre croûte et puis donc manteau.
Si maintenant on met en parallèle les deux documents que l'on a étudiés dans cette étape 2, on a donc observé que entre 0 et 100 km de profondeur, les roches appartiennent à une enveloppe interne qu'on appelle la lithosphère. Par contre, entre 100 et à peu près 250 km de profondeur, on a constaté que la vitesse de propagation des ondes diminue. Ce qui est à mettre en relation avec le comportement donc ductile des roches. Et dans cette zone, située entre 100 et 250 km de profondeur, on a donc défini une nouvelle enveloppe interne que l'on appelle donc l'asténosphère. Par conséquent, entre 100 et 250 km de profondeur, la vitesse des ondes diminue car les roches, les péridotites, ont un comportement mécanique dit ductile, c'est-à-dire, je répète, déformable à l'état solide. Donc on voit bien que là, on a un nouveau découpage de la structure interne de la Terre. Bien, si on récapitule ce que l'on a pu déterminer à propos du découpage de la structure interne de la Terre, premier type de découpage donc déterminé dès le début du XXe siècle. Donc croûte continentale, croûte océanique qui constitue la croûte terrestre avec les composants, les roches qui composent la croûte continentale, donc le granit, croûte océanique, on avait vu le basalte et le gabbro. Ensuite, le manteau, notamment le manteau supérieur, qui est constitué donc quant à lui de péridotite. La limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur correspond à une discontinuité interne qu'on a appelée donc le moho, découvert aussi au début du XXe siècle, et qui est une limite physique entre la croûte terrestre, donc qui possède une composition donnée, et le manteau supérieur qui a une composition différente de celle de la croûte. D'autre part, ce moho, qui est donc une limite physique, au niveau duquel la densité donc des matériaux augmente brusquement en relation avec la composition donc du manteau supérieur. Mais à partir du milieu du XXe siècle, on détermine, en fonction des caractéristiques que l'on a étudiées dans les documents précédents, la lithosphère de l'asténosphère. Ce qui correspond donc à un nouveau découpage de la structure interne de la Terre. Alors, ce nouveau découpage, lithosphère-asténosphère, on voit bien que le manteau supérieur, il y a une partie du manteau supérieur qui correspond à une partie de la lithosphère et le reste du manteau supérieur qui correspond à l'asténosphère. Dans tous les cas, la composition du manteau supérieur, on a toujours les mêmes types de roches, à savoir donc les péridotites. La limite entre la lithosphère et l'asténosphère est donc une limite thermique, ce n'est pas une limite qui va être déterminée en fonction de la composition. La température des péridotites, à ce niveau-là, au niveau de cette limite thermique entre la lithosphère et l'asténosphère, eh bien la température donc des péridotites se rapproche de leur température de fusion. Il faudra donc retenir que cette limite thermique correspond grosso modo à l'isotherme 1300 degrés. Si on fait maintenant le bilan des différentes activités que l'on a vues dans l'étape 1 et dans l'étape 2, on a donc ici des documents qui nous ont permis de déterminer que dans les zones de subduction, c'est-à-dire que ce sont des zones de convergence, la lithosphère océanique froide et dense plonge sous une autre lithosphère. La lithosphère océanique froide et dense est cassante, elle est le siège d'une forte activité sismique. On a pu déterminer ces caractéristiques-là grâce à l'étude des variations, des anomalies de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Dans l'étape 2, où on avait donc deux documents, on a pu déterminer deux enveloppes internes qui sont définies comme la lithosphère cassante, comprenant la croûte et le manteau lithosphérique, c'est-à-dire la partie du manteau qui est comprise entre
le MOO finalement, et puis 100 km de profondeur, et l'asténosphère ductile qui correspond au reste du manteau supérieur. Donc on peut considérer que l'asténosphère débute environ entre 100 km, va de 100 km de profondeur jusqu'à 700 km de profondeur. Donc on voit bien que là on a un redécoupage des enveloppes internes de la Terre, croûte, manteau supérieur, où on a finalement là la notion de lithosphère et asténosphère.